Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée ou une belle soirée suivant quand vous regardez la vidéo. Bon écoutez, aujourd'hui nous allons parler de la Signature Bank, effectivement il y a pas mal de choses qui m'ont interpellé, donc à la base j'avais pas du tout envie de faire, j'avoue, le focus sur la Signature Bank, mais j'ai vraiment des choses qui m'ont titillé dans les événements sur la Signature Bank, notamment des propos du PDG de la banque, qui en fait essaye de se défendre contre la Fed, contre le gouvernement américain, en justifiant que pour sa part, la chute de sa banque, la fermeture plutôt, était juste un message anti-crypto envoyé par les régulateurs américains. Et donc tout est parti de là, et effectivement je voulais creuser le sujet, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait derrière, et enfin, sans spoiler, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui interpellent dans la fermeture forcée, je vous rappelle, de cette banque. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de faire le point. Donc déjà, dans un premier temps, je vais vous présenter l'histoire de la banque, donc depuis sa création, pour vous présenter qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle fait, cette banque. Ensuite, je vais vous présenter les causes de la fermeture. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment une chute, c'est pas vraiment une faillite, c'est vraiment une fermeture. Donc on va parler de ça. Et surtout, le plus intéressant, donc je vous invite pour un coup à rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais parler également de la partie géopolitique, stratégique. Je vais parler également de l'euro numérique, du dollar numérique, surtout du dollar numérique. Et donc, de tout l'aspect, voilà, politique également, de la fermeture de cette banque et les implications qu'il y a derrière. Et surtout, j'ai une nouvelle, donc, que je vous annoncerai donc à la fin de la vidéo, qui a été annoncée hier par la Réserve fédérale américaine dans une conférence de presse. Très important, parce que là, on a des répercussions, on le voit, on a des signaux qui sont très proches de la crise de 1929 et de la crise de 2008. Donc je vais vous parler de tout ça bien évidemment. Alors avant, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, pas un conseiller en investissement, donc tout ce que je dis, c'est à titre informatif. Si je le dis dans cette vidéo, malgré le fait que normalement on ne doit pas être trop crypto, c'est parce que vous allez voir qu'à la fin, il y a quand même des messages assez forts que je vais vous faire passer. Donc je tiens vraiment à ce que, eh bien, voilà, vous compreniez que vous devez faire vos propres recherches au préalable. Si vous avez envie de prendre quelques actions en termes d'investissement à partir de cette vidéo, c'est très important vraiment. Et donc, aussi, c'est un message pour toi, j'ai bien eu ton commentaire, donc Thierry en détresse, sur le micro. Alors c'est vrai qu'entre hier et aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de le régler. Puis en plus, j'avoue, je sais pas trop comment faire pour régler un micro comme il faut. Donc je vais chercher sur internet, sur YouTube. N'hésitez pas à me dire si vous savez comment faire pour régler le micro là, parce qu'apparemment il est pas bien. Voilà. Mais bon, je vais me débrouiller. Mais du coup, ça va me prendre un peu de temps. C'est moins, voilà, j'ai vraiment pris en compte ton commentaire, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et je vous remercie aussi tous au passage pour vos commentaires très positifs et pour votre soutien les amis, parce que vraiment ça me fait chaud au cœur et ça me motive encore plus dans mes recherches, dans mon travail. Voilà, donc c'est parti, on repasse sur la Signature Bank, et puis avant ça, bien, comme vous savez, moi je vous envoie mon trailer. Donc on est sur mon article cryptoforce.fr comme d'habitude. Donc la Signature Bank n'était pas en faillite directe, et oui, hein, pas de spoiler, c'est clair. En fait, sa fermeture forcée et préventive, parce que c'est le cas, et eh bien c'est un message anti-crypto, point d'interrogation, on peut se poser la question. Parce que je rappelle donc que la Signature Bank, dans un contexte, eh bien, a été la troisième banque à faire faillite en l'espace d'une seule semaine aux États-Unis, et surtout, eh bien a été classée 21e plus grosse banque en termes de gestion d'actifs, cette banque. Donc c'est pas une petite chute. Et donc on va voir pourquoi et comment. Mais avant d'aller plus loin, on va parler de l'historique de la Signature Bank. Donc cette banque, elle a été fondée donc en 2001 à New York. Donc c'est une banque à la base qui est localisée américaine. Elle a été fondée par trois personnages, donc Joseph De Paolo, Scott Chey et John Tamberlane, donc des anciens de la République nationale Bank of New York. Voilà, donc c'est les anciens de la banque, ils étaient très expérimentés, et donc on peut voir que c'est pour ça que d'ailleurs il y a eu un gros succès derrière pour la Signature Bank, puisque l'objectif initial de la banque, c'était quelque chose de très précis, c'était de viser des clients, des classes moyennes aisées, avec un portefeuille d'au moins en moyenne 250 000 $. Et donc les services initiaux de la banque, c'était de préparer, de proposer des services de crédit immobilier, de prêt, de dépôt, mais aussi des conseils dans le capital risque au niveau des investissements.
Et donc, rapidement, la banque, de par son expérience et ses services, arrive à vraiment grossir au point d'avoisiner les 1 milliard de dollars très rapidement en portefeuille d'actifs au niveau de sa gestion. Donc c'est assez conséquent pour le démarrage d'une banque. Et donc en 2004, peu après, donc la banque est devenue si grosse qu'elle fait son entrée en bourse, imaginez juste 3 ans après sa création, et donc elle est connue désormais au Nasdaq sous l'indice d'action SBNY. Et donc à partir de là, en fait, les activités de la banque vont totalement exploser, puisque en 10 ans, de 2004 à 2014, les actions de la banque vont prendre 650%. Je ne sais pas si vous imaginez. Et donc, forcément, tous les investisseurs initiaux de la banque sont devenus riches, clairement. Et donc, cet exploit boursier lui vaudra même la réputation de meilleure banque de New York en 2014. Quelques années après, en 2017, la banque gère près de 50 milliards de dollars d'actifs et cherche toujours à accroître son influence. Et c'est là où ça fait toute la force de la Signature Bank à la base, c'est qu'elle a vraiment proposé, elle a cherché à étendre ses services dans des choses originales, et notamment le système de licence de permis américain pour les taxis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même assez original pour une banque. Et donc, tout ça, ça lui a permis de grossir aussi également et de commencer à se faire connaître dans des secteurs particuliers au niveau du transport notamment. Et donc entre 2017 et 2022, la banque étendra aussi ses services, parce que là, à la base, elle a été localisée uniquement à New York avec 6 branches, et donc elle a ensuite étoffé ses services à tout le pays, continent américain. Et donc, à partir de 2018, c'est là vraiment que la partie géopolitique stratégique va vraiment devenir intéressante, puisque la banque ouvrira également crypto-monnaie, étendra ce service au point d'en faire 30% de ses activités. Et là également, c'est un fait notable, c'est que 30% des activités de la Signature Bank étaient destinées aux crypto-monnaies, mais pas 100%. Or, d'après l'impression qu'on en voit dans les journaux, dans les médias, enfin, personnellement, moi qui ne connaissais pas la Signature Bank, j'avais l'impression que la Signature Bank était une banque uniquement sur les cryptos, tellement on faisait tout un plat. Et d'ailleurs, enfin, on voit bien que là, il y a un message anti-crypto envoyé, enfin, c'est ce que dit le PDG, en tout cas de la Signature Bank, par rapport aux crypto-monnaies. Donc on voit que toute la plate de la chute de la banque Signature Bank se faisait en fait autour des crypto-monnaies, alors que ce n'était que 30% des services proposés par la banque. Donc déjà, première chose qui permet de prendre du recul quand même sur la situation. Et donc en 2022, la banque gérait un portefeuille d'actifs de 110,4 milliards de dollars et comptait 82,6 milliards de dollars de dépôts de la part de ses clients. L'entreprise employait 2243 salariés à travers les États-Unis et était classée 21e plus grosse banque aux États-Unis en termes de gestion d'actifs, et donc derrière la Silicon Valley Bank qui était classée 16e et devant la Silvergate qui était une banque avec largement moins de capitaux, puisqu'elle avait 12 milliards de gestion d'actifs, la Silvergate Bank. Donc c'est rien du tout comparé à Silicon Valley Bank et Signature Bank. Maintenant, fait la présentation historique de Signature Bank, je vais passer au cœur de la chute. Et là, vous allez voir, ça va être vraiment intéressant, parce que déjà, première chose, alors, Signature Bank a effectivement subi le même sort que la Silicon Valley Bank sur la fermeture. Parce que je rappelle que les deux banques ont été fermées par les régulateurs. Alors, Silicon Valley Bank, elle, était quasiment en faillite, mais je rappelle qu'elle a annoncé officiellement sa faillite il y a quelques jours, c'est-à-dire après que les régulateurs américains, le FDIC, aient mis la SVB sous tutelle, mais pas avant. Donc ça veut dire que concrètement, la banque SVB n'était pas encore en faillite au moment où les régulateurs américains ont pris possession de la banque. Ça, c'est quelque chose aussi, je veux vous dire. Et c'est exactement pareil pour la Signature Bank. C'est-à-dire que Signature Bank n'était pas en faillite, concrètement, directement au moment où les régulateurs américains ont annoncé sa fermeture. Et ça va encore plus loin, puisque le PDG, lui, de la banque, s'est même défendu en disant mais on n'était pas dans un cas d'insolvabilité encore. Si vous voulez, il y avait effectivement des retraits de 10 milliards de dollars en une semaine pour la Signature Bank, mais c'était presque la banalité, c'est quelque chose de normal dans le contexte où on était par rapport aux autres banques régionales américaines qui elles aussi ont toutes quasiment perdu forcément des milliards de dollars de dépôts de la part des clients qui sont retirés des petites banques, des banques régionales et qui ont mis leurs fonds vers les grosses banques. Donc là aussi, c'est également quelque chose, on peut se poser des questions. Donc j'ai un article du journal ducoin.com, la Signature Bank fermée d'office, un violent message anti-crypto, point d'interrogation. Vous voyez, on se pose la question au 14 mars 2023. Bon, parce que ce qui est fou, c'est ça, c'est que on a la Signature Bank qui a été fermée
pour cause d'insolvabilité, et c'est ce que disent les régulateurs. Hein. Les régulateurs justifient la fermeture par un risque systémique, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont fermé la banque en prévention. C'est-à-dire qu'elle n'était pas en faillite, c'était une mesure préventive. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et donc, ils s'appuyaient pour cela sur les finances de la banque. Donc, c'est ce qu'ils disent dans un article, donc j'ai l'article de The Wall Street Journal, comme vous pouvez voir là. La banque Signature, fermée par les régulateurs après la chute de la banque SVB. Et donc, il déclare également que la chute de cette banque crypto est la troisième plus grosse dans l'histoire des États-Unis. Bon, voilà. Donc, pour vous dire quand même, déjà, on peut se poser des questions, parce que nous, peut-être, hein, peut-être que les finances n'étaient quand même pas bonnes, mais en tout cas, une chose est de constater, c'est qu'ils ont fait une mesure préventive. Mais là, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ils n'ont pas fait ça, par exemple, pour les autres banques? Parce que le cas de la Signature Bank, c'est toutes les banques américaines aujourd'hui au niveau régional et les petites banques sont concernées. Et on va voir pourquoi, parce que du coup, j'ai fait le comparatif avec les banques aujourd'hui. Et là, je vais parler de la First Republic Bank. J'en parle souvent en ce moment dans les vidéos. Et donc là, j'ai un article de Business AM, businessam.be, le sauvetage de la décennie, point d'interrogation, les géants bancaires de Wall Street se lancent à la rescousse de First Republic en pleine noyade. Donc là, vous voyez quand même le contraste, c'est qu'on a First Republic Bank qui est en train de subir, regardez, j'ai même une vidéo donc, sur Twitter de Colin Rugg qui montre en fait un bank run de la First Republic Bank aux États-Unis. Regardez. Donc là, on a la First Republic Bank, hein, vous voyez le logo, panneau, et là, vous voyez le nombre de personnes, la file d'attente pour retirer ces fonds. Voilà. Donc ça veut dire que le cas, la perte de 10 milliards de dollars de dépôt de la part des clients de la Signature Bank, ben en fait, ça que je vous dis, c'est que toutes les banques, les petites banques, les banques régionales aux États-Unis le subissent en ce moment. Donc déjà, c'est pas quelque chose à elle seule qui peut justifier un risque systémique, une mesure préventive de fermeture pour une banque. Dans ce cas-là, on ferme toutes les banques. Voilà, vous voyez. Donc déjà, petite interrogation quand même. Ça m'a tilté. Ensuite, j'ai deuxième information, c'est que c'est quand même l'État, justement, j'ai pris l'État, j'ai un autre article, un autre tweet de Wellchart, cette fois comme vous pouvez le voir là, hein, qui montrait justement l'État, donc ça c'était au 10 mars 2023, c'est il y a 10 jours, hein, c'est au moment où tout commence à se péter la figure, et donc là j'ai la liste justement des actions en État de la part des banques régionales aux États-Unis. Et regardez, donc là, c'est quand même mémorable, c'est qu'en premier lieu, on a la SVB qui était à moins 61% sur une semaine et avec une volatilité de 167%. Donc je rappelle que la volatilité, c'est justement, d'ailleurs, c'est pour ça qu'est critiqué le Bitcoin, c'est que le Bitcoin est critiqué parce qu'il a une énorme volatilité. Donc il n'est pas stable et donc on ne peut pas s'appuyer dessus pour quoi que ce soit en termes de financement, d'investissement, de monnaie, etc. Mais là, on a carrément des actions bancaires qui ont une volatilité qui avoisine pour la SVB les 167%. Et c'était la SVB, je rappelle, la banque qui était la plus en difficulté à l'époque, au moment où on le fermait en fait. Donc, vous voyez, ça s'est impacté sur ces actions bancaires. En deuxième position, devinez qui? Et en deuxième position, c'est la First Republic Bank. Et là, c'est classé, hein, regardez, vous voyez, c'est classé en termes de chute des actions, de volatilité, etc. Vous voyez, en termes de décroissant. Et donc là, on a 113% de volatilité. Pas si vous vous rendez compte, on est à moins 52% en termes de chute de l'action bancaire de First Republic Bank en une semaine. En troisième position, on a la Western Alliance Bank Corporation avec 64% de volatilité. Et en quatrième position, on a la Signature Bank. Oh, bah alors comment ça se fait? Et là, on a 47% de volatilité. Donc ça veut dire que les régulateurs américains ont préféré fermer une banque SBNY, la Signature Bank, qui est en quatrième position en termes de décroissance de volatilité sur les actions bancaires, plutôt que les deux banques qui sont avant. Alors, après, c'est vrai que les actions bancaires n'ont rien à voir avec la solvabilité avec les liquidités d'une banque. On est clairement d'accord là-dessus. Sauf que derrière, ça annonce en fait la confiance de la part des traders. Je rappelle que les traders, les marchés boursiers, enfin toutes ces personnes qui sont dans ce milieu-là, ils connaissent forcément des choses que nous, les citoyens, normaux, on ne connaît pas en avance sur les marchés boursiers. C'est un réseau fermé, on sait bien, c'est un club un peu leur truc. Et donc, ça veut dire qu'ils ont des informations en avance que nous, on n'a pas. Du moins, ils se posent des questions et ils paniquent. Mais en tout cas, ils ont une visibilité du marché qui est plus forte que nous. Et donc, là, on voit bien que, regardez, la SVB, elle a pris extrêmement cher.
et comme par hasard, elle est en faillite. Vous voyez? Pareil pour First Republic Bank, c'est celle qui prend le plus cher et c'est celle qui a derrière la SVB le ratio de liquidité le plus mis à mal. On l'a vu dans les précédentes vidéos, je vous ai montré, où justement je vous ai montré le tableau concernant les problèmes de ratio de liquidité de la part des banques. Effectivement, la First Republic Bank venait derrière, juste derrière la SVB. Et donc là aussi on a un signal, quand même, on voit que la Signature Bank, bon, elle a 47% de volatilité, elle est moins impactée sur ses actions bancaires, et donc les traders ont tendance à lui faire un petit peu plus confiance à la Signature Bank, à l'époque en tout cas, que la First Republic Bank. Et en plus, à noter également, hein, une autre chose, c'est que la Signature Bank donc, est classée, je rappelle, 21e en termes de gestion d'actifs, alors que la First Republic Bank est classée 14e en gestion d'actifs, elle est même devant la Silicon Valley Bank, qui était 16e en termes de plus grosse banque aux États-Unis. Donc ça veut dire que les régulateurs ont préféré fermer une banque qui est classée 21e en termes de gestion d'actifs, qui a visiblement plus confiance, enfin dans les marchés financiers ont plus confiance en cette banque-là que la First Republic Bank, et ils ont préféré fermer donc la Signature Bank plutôt que la First Republic Bank, qui pourtant représente des risques systémiques beaucoup plus grands. Et en plus, on se rend compte avec ça que là j'ai un article de Signature, donc la banque des cols bleus, victime indirecte des cryptos, on pose la question, mais c'est pas ça en fait que je voulais vous montrer. Non, c'est pas ça, pardon. Voilà, j'ai un article investir.leséchos.fr, le renflouement de First Republic Bank, pas suffisant pour amener la confiance, l'action replonge de plus de 20%. Parce que effectivement, c'est-à-dire que d'un côté, donc, ils ont fermé la Signature Bank, bon d'accord, de l'autre côté, il y avait la First Republic Bank, ils ont dit, celle-là, on va pas la fermer, on va l'aider. Ils ont mis un prêt de 30 milliards de dollars sur la table, c'est 11 autres banques qui ont essayé d'aider la First Republic Bank, mais malgré cela, les actions continuaient de chuter pour la First Republic Bank. Donc on voit que ça n'a même pas servi à grand-chose pour rassurer les marchés financiers. Voilà. Et donc maintenant, quand on voit quand même ce gros décalage, je me suis dit, bon, il y a peut-être d'autres raisons derrière. Et déjà, donc la première raison, effectivement, c'est peut-être que la Signature Bank propose des services pro-crypto. Donc là, je vous montre effectivement voilà, un article de letemps.ch, Signature, la banque des cols bleus, victime indirecte des cryptos. Bon, donc on peut se poser la question. Et surtout, il faut savoir que le marché financier aux États-Unis, ils sont en grande partie dans les mains des démocrates. Et c'est en grande partie les marchés financiers qui ont fait des dons plus vers les démocrates que vers les républicains. Et donc, comme par hasard, sur la Signature Bank, c'est une des rares, banques qui était pro-Donald Trump, c'est-à-dire pro-républicain. Étonnant quand même, hein. Or, Joe Biden, je rappelle que Joe Biden, c'est un démocrate. Donc là, quand même on commence à se poser des questions là derrière au niveau stratégique, géopolitique, parce que on peut se poser la question, c'est est-ce que la Signature Bank paye son rôle dans les crypto-monnaies, son rôle dans la politique, mais également son rôle dans, là j'ai un autre article sur Bein Crypto, dans la criminalité. Parce que là, effectivement, donc, vous voyez sur beincrypto.com, fermeture de Signature Bank, une histoire de blanchiment d'argent, point d'interrogation. Donc là, on peut se poser la question également, c'est parce qu'il y avait des enquêtes en cours sur Signature Bank. Mais ça veut dire que enquête ou pas en cours, que ce soit juste ou pas, ça veut dire que là, les enquêtes n'ont pas pu être menées jusqu'au bout, puisque la Signature Bank est fermée. Donc quoi qu'il en soit, ça n'aura pas d'impact sur la suite. Donc là, on peut se poser la question, c'est en fait, je pense, après, c'est mon analyse personnelle, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que je ne suis pas un conseiller financier, etc. C'est parce que c'est mon analyse personnelle uniquement, ça n'engage que moi, que en fait, les régulateurs américains, le gouvernement américain et la réserve fédérale américaine ont fait d'une pierre trois coups. Ils ont fermé Signature Bank pour envoyer un message anti-crypto. Je rappelle à un moment où ils sont en train de parler du dollar numérique. Donc là, je fais un petit clin d'œil à NS, où tu as tout à fait raison sur la question de tous ces événements au niveau des banques aujourd'hui. C'est quelque part une aubaine pour les gouvernements pour préparer leur monnaie numérique, donc qui seront uniquement dans les mains des banques centrales et pas dans les mains des banques. Ça, c'est intéressant. Donc, ils s'en foutent des banques, j'ai envie de vous dire, au point où ils en sont. Ils ont intérêt à mettre leur euro numérique, leur dollar numérique, et puis après, basta, et c'est eux qui gèrent tout pour tout le monde. Bon, première chose. Ensuite, deuxième chose, ils font d'une pierre deux coups, puisque
il supprime un fonds qui donne des dons à Donald Trump, c'est-à-dire le Parti républicain, donc il supprime un rival, et au moment, comme par hasard, là je vous l'annonce peut-être, vous ne savez pas, peut-être, mais Donald Trump, là, il a été annoncé son arrestation pour demain, hein, pour mardi, hein, comme par hasard. Donc là, c'est quand même assez fou, c'est que donc, il ferme la signature banque à un soutien de Donald Trump, et une semaine plus tard, ils arrêtent Donald Trump. Ah, je trouve que c'est beau quand même. Et enfin, dernier point, eh bien peut-être, ah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Dernier point, ils suppriment la criminalité, c'est-à-dire qu'ils n'ont même plus besoin de s'embêter avec des enquêtes sur la criminalité au niveau de la signature banque, et en plus, ils peuvent faire passer désormais les cryptos pour un aspect criminel encore plus, et ça va totalement dans leur discours. Voilà, donc ils ont réellement fait d'une pierre trois coups à mon sens, et ça les arrange bien. Bon, maintenant on peut se poser des questions par rapport en plus à la suite, et là je vous montre pourquoi, hein. Parce que là j'ai un article de Coindesk comme vous pouvez le voir, et donc l'article c'est tout simplement les problèmes au niveau des banques crypto, donc l'industrie a besoin donc d'accès, mais en fait les régulateurs américains donc gardent les digitaux, les assets, les actifs donc crypto loin. Ok, enfin ils appellent ça comme ça. Mais en fait, ça, c'est que les régulateurs, donc la Banque fédérale américaine, en fait, là, c'est écrit ici, hein, c'est l'article qui dit, les journalistes de Coindesk qui le disent, en fait, semblent avoir vraiment la main mise sur la destinée des crypto-monnaies aux États-Unis et ils utilisent leur pouvoir pour les sortir des banques. Et c'est vraiment l'impression que j'ai. C'est le message crypto, anti-crypto qui a été passé avec la fermeture de Signature Bank. Ça a été clair, c'était plus un message qui s'adressait aux autres banques du style, si vous mettez dans la crypto, nous, on vous fermera à la moindre occasion et surtout, on ne vous aidera pas à travers les dépôts puisque les dépôts ne seront pas assurés pour les crypto-monnaies. Ils seront assurés uniquement que sur les fonds normaux. Donc là, les banques, elles ont tout intérêt à rester très éloignées des crypto-monnaies. Donc là aussi, également un autre signal. Bon, voilà. Et donc maintenant, on arrive à la conclusion de tout ça. C'est que j'ai plusieurs articles à vous montrer. Donc déjà, la première, donc je vous ai déjà montré cet article hier dans la précédente vidéo. C'est un article de The Wall Street Journal. Donc des douzaines de banques ont des risques similaires à la Silicon Valley Bank. Ça, c'est les économistes américains qui le déclarent et qui ont trouvé ces failles. Et donc, en fait, il y a exactement 186 banques qui seraient considérées à risque systémique comme la Silicon Valley Bank. Et donc, sur ces 186 banques, ils ont choisi comme par hasard la Signature Bank de fermer de manière préventive. Donc là, quand même, je vais être poli, mais on se moque un peu de nous quand même. Bon, voilà. Hein. Et je ne m'arrête pas là, je continue. Donc maintenant, c'est la nouvelle que je voulais vous annoncer qui a été rentrée en vigueur hier et on va vraiment en parler parce que là on a un aspect géopolitique, stratégique quand même très important et inquiétant quand même à discuter, à échanger. C'est justement ça, c'est que les plus puissantes banques centrales se coordonnent pour fournir des liquidités et rassurer les marchés. Donc ça c'était letemps.ch et ça date d'hier. Effectivement, donc j'ai trouvé le communiqué de presse du 19 mars 2023, donc d'hier à 5h de l'après-midi, de la Réserve fédérale américaine. Vous voyez que je suis sur le site de la Réserve fédérale américaine. Donc les banques centrales coordonnent une action pour assurer donc, les provisions en termes de liquidité de dollars américains. Et donc, c'est pas tout, c'est la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre, du Japon, d'Europe centrale, c'est-à-dire de la BCE, la Réserve fédérale américaine et la Banque nationale de Suisse. Vous avez 6 banques centrales occidentales dans le monde, c'est-à-dire tous les systèmes économiques occidentaux qui se mobilisent quand même, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour assurer des liquidités, des approvisionnements de liquidités en dollars au niveau du système bancaire. Donc là, c'est pour vous dire déjà, clairement, cette annonce est un tremblement de terre pour les marchés financiers, parce que, ok, ça se veut rassurant, hein, on est d'accord, mais c'est totalement en contraste avec, c'est exactement ce que je vous disais dans la précédente vidéo, sur les propos des politiques en disant le système bancaire est extrêmement solide. Je parle de Bruno Le Maire, du gouverneur de la Banque de France. Or, on voit qu'on a même la Banque Centrale Européenne qui participe là à justement cette politique de coordination des banques centrales. Donc, si c'était extrêmement solide, ils n'auraient pas besoin d'injecter et de faire une coordination interbanque pour mener ce genre d'action. Ça paraît évident. Donc là, on a vraiment un sentiment tranché
contraste avec leurs propos rassurants et leurs actions derrière qui disent effectivement c'est un peu la catastrophe, alors du coup on doit faire une action. Voilà. Et si je dis ça, si je m'en à dire ça, c'est justement parce que j'ai mis la main sur un autre communiqué de la Réserve fédérale américaine qui date, devinez, du 12 décembre 2007, donc devinez quand, durant la crise financière de 2008. C'est-à-dire que quelques mois avant la crise financière de 2008, on avait donc un article de presse, une annonce faite par la Banque fédérale, la Réserve fédérale américaine. Et il disait quoi? Il disait dans cet article-là, la Réserve fédérale et d'autres banques centrales annoncent des mesures qui est destinées donc à élever au niveau du court terme les fonds sur les marchés. C'est en d'autres termes d'assurer des liquidités de dollars sur les marchés. Et c'est exactement à quelques années d'intervalle, donc à plus de 10 ans d'intervalle, le même communiqué que refait la Banque fédérale, la Réserve fédérale américaine en 2023. Donc là, ça veut dire qu'on est dans une mesure exceptionnelle à une crise exceptionnelle, c'est ça que ça signifie. Puisqu'on voit qu'en 2007, peu après qu'annonçait la Réserve fédérale américaine dans ce geste-là, on a eu une crise financière qui a tout balayé de son passage pendant quelques temps. Bon. Sauf que là, nous sommes dans un... Là, c'est pour ça que je fais ma conclusion. C'est mon analyse personnelle, hein, je vous répète, encore une fois, sur un aspect, un moment où la crise de 2008, c'était uniquement une crise financière. C'est parti des subprimes, c'est parti de la banque, donc avec la chose de la banque Lehman Brothers, mais c'était uniquement cantonné au niveau de la crise financière. C'est pour ça qu'on appelle ça une crise financière. En 2023, nous avons la totale. Nous avons, je répète, hein, nous avons la crise énergétique. Nous avons une crise au niveau de la guerre, des tensions, qui impactent forcément les marchés, surtout au niveau de l'alimentaire, au niveau du blé, etc. Parce que la Russie et l'Ukraine, c'est les plus gros exportateurs mondiaux en termes d'alimentation, au niveau du blé. On a déstabilisation au niveau des marchés énergétiques, notamment même au niveau du pétrole, au niveau des... Enfin, tout. On a une déstabilisation des marchés financiers à cause de la crise post-Covid. Et puis surtout, on a aujourd'hui des bilans, ça je l'ai montré très clairement dans la vidéo d'hier, sur justement comment les banques centrales sont en train de provoquer une crise de 1929, et je pense que c'est vraiment le sujet du moment, c'est ça, c'est que là on est en train d'affronter une crise qui, si elle se profile à l'horizon, va être digne de celle de 1929, parce que si la crise financière de 2008, rappelez-vous, le bilan à l'époque de la Fed, il approchait à peu près les 2000 milliards de dollars au moment où il y a eu une nouvelle injection de liquidité. Ils ont doublé ils sont passés de 1000 milliards à 2200 milliards de dollars durant la crise de 2008 parce qu'ils ont injecté 1200 milliards justement pour rassurer les marchés à travers l'article de presse que je vous ai montré ici du 12 décembre 2007. C'était un peu ça en fait. Sauf que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une nouvelle injection d'argent alors qu'entre-temps, le bilan de la Fed a été multiplié quasiment par 9. Ça veut dire que les volumes d'argent en jeu ont été quasiment multipliés par 10 depuis la précédente crise financière. C'est ça que ça signifie. Donc aujourd'hui, si on a, là on risque d'avoir un véritable tsunami, clairement au niveau financier. Et donc à cela, on ajoute tous les autres facteurs géopolitiques, les autres crises. Et surtout, maintenant ce que je vois, moi, je vous propose deux hypothèses en fait. La première hypothèse, c'est ok, on a une perfusion, c'est-à-dire qu'ils vont faire marcher à planche à billets, mais je pense comme j'ai jamais vu, ça sera un record historique. Je ne serais pas étonné qu'ils arrivent même à le faire au point de doubler, par exemple, le bilan des banques centrales actuelles. Je ne serais pas étonné, hein, vraiment, on verra, mais au point où ils en sont, de toute façon. Et donc, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que s'ils font exploser la planche à billets, derrière, ok, ils vont arriver à stabiliser le système bancaire, ils vont arriver à rassurer les marchés financiers, donc ça va rentrer dans l'ordre, entre guillemets, ça va stabiliser. Mais derrière, on aura une telle quantité d'argent en circulation qu'on va avoir forcément une chute de la valeur des monnaies officielles, notamment l'euro, le dollar, et toutes les banques centrales qui participent à cette coordination interbancaire. Première chose. Et donc, on va se diriger quelque part vers... Déjà, nous avons déjà une inflation, on l'a vu en France, là, qui est en train d'exploser au deuxième trimestre rouge de 2023. On va se retrouver avec une autre inflation qui sera plus causée uniquement par les facteurs géopolitiques comme la guerre Russie-Ukraine et la déstabilisation des marchés financiers, mais également une inflation causée par la chute de la valeur de l'euro, du dollar, etc.
Et ça, c'est très risqué, parce qu'on a vu que tous les pays qui sont en crise économique, pourquoi ils ont une inflation? Ils ont une inflation non pas parce que ils ont des facteurs géopolitiques, mais ils sont en hyperinflation parce qu'ils ont une chute de la valeur de leur monnaie de façon conséquente, très rapide et succincte et de façon continue. Et c'est ça qui nous pend au nez. Donc déjà, c'est la première hypothèse, on dit, mais encore une fois, c'est mon analyse et je peux me tromper, hein, vraiment. C'est pas une science infuse, loin de là. Deuxième hypothèse, ils n'arrivent pas, comme je vous le dis, à cause des volumes d'argent qu'il y a en jeu, comme ça a été multiplié par 10 quasiment par rapport à la crise de 2008, eh bien, ils n'arrivent pas, ne suffit pas. Ils ont beau faire marcher à planche à billets, les gens sont pas, les marchés ne restent pas rassurés, et donc les banques restent endettées et n'arrivent pas à se rétablir. Et là, c'est une faillite du système bancaire. Et là, on se retrouvait dans le scénario de 1929, c'est-à-dire qu'en 1929, on a eu la Grande Dépression, qui était partie justement d'une panique sur les marchés boursiers, et qui a provoqué derrière la faillite de 5000 banques aux États-Unis, et de multitudes d'entreprises, mais à l'appel. Voilà. Donc, c'est-à-dire que j'arrive pas à voir dans le scénario qui se profile à l'horizon, un scénario où on arrive, en fait, à vraiment stabiliser de façon pérenne le système. Vous voyez? Donc, dans tous les cas, personnellement, mais c'est vraiment mon analyse, eh bien, je ne vois pas de bonnes nouvelles à vous annoncer. Parce que, ok, peut-être sur le court terme, moyen terme, on va arriver à stabiliser la situation, mais on va avoir malgré tout une chute de la valeur de nos monnaies fiat. Et dans le pire des cas, on a tout simplement un effondrement du système, tout simplement. Et occidental, hein. Et vous notez bien que là, c'est occidental. C'est ça qui est notre connotation géopolitique, c'est que dans toutes les banques centrales que nous avons là, on voit que c'est qui est au bord de la déroute. C'est pas les Russes, hein. C'est pas la Chine, c'est pas l'Inde, c'est pas le Brésil, c'est aucun membre du BRICS, c'est que des pays qui sont liés, plus près ou de loin, aux sanctions qu'ils ont compris en part contre la Russie, vous rappelez-vous, tout le long de 2022. Voilà. Et donc là, j'ai l'impression qu'on est en train de payer x10, x100, les factures, en fait, de ce qu'on a mis en place depuis des dizaines d'années, mais qu'on a accéléré ces dernières années, et qui ont été cristallisées en plus autour des tensions géopolitiques qu'on a mis en place contre la Russie. Voilà. Donc effectivement, hein, moi je dis bravo aux dirigeants, à nos dirigeants, parce que là, je dis, ils ont fait fort quand même, hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, parce que je vous rappelle que je n'ai pas la science infuse, hein, loin de là, que bon voilà, c'est juste des recherches, des analyses, etc. N'hésitez pas donc à mettre un like si vous avez aimé, si vous avez appris des choses dans cette vidéo, à vous abonner, à partager, etc. Bon, voilà. Et puis sinon, mais écoutez, moi je vous fais la bise, je vous dis à bientôt, ciao, et surtout on reste fort, parce que même si dans le pire des cas, c'est un monde qui se termine, c'est pas la fin du monde. C'est ça qu'il faut vraiment se relever, c'est que derrière, eh bien, on pourra au contraire reconstruire une société qui sera peut-être plus adaptée et moins sujette aux gros problèmes comme on l'a vu dans la centralisation. On en revient toujours au même, hein, centralisation. Peut-être qu'on pourra construire un système économique qui sera décentralisé et plus proche de la confiance que veulent aujourd'hui les citoyens dans leurs dirigeants. Et donc, vous savez que la décentralisation est plus adaptée peut-être pour répondre à ce genre de besoins. Voilà, bon, surtout je vous fais la bise, je vous dis à bientôt, ciao.